Allez, on plonge tout de suite dans ce décryptage. On va décortiquer ensemble l'édition 2026 du manuel Traumatisme complexe. Concrètement, c'est notre plan architectural ultime pour la pratique clinique d'aujourd'hui. L'objectif de notre exploration, c'est de passer en revue précisément les différents axes de ce livrable. C'est parti. Et là, bim, dès l'ouverture, on tombe sur cet avertissement hyper puissant de l'auteur. Ça donne tout de suite le ton. On n'est pas du tout dans de la théorie clinique froide et distante. Le message est clair, l'empathie, oui, mais avec des limites ultra strictes. Il s'agit de s'approcher assez pour aider, sans jamais couler avec la personne. Un équilibre vital en fait. Alors voici la feuille de route. On va structurer tout ça assez simplement. On commence par redéfinir le trauma complexe, avant de s'attaquer aux 3 grands axes de livrable. D'abord les fondations, ensuite l'évaluation clinique, et enfin l'accompagnement intégratif. Pour boucler le tout, on jettera un œil aux outils de reconstruction. On ouvre donc le bal avec l'introduction, qui nous emmène bien au-delà des simples symptômes de surface. Le truc vraiment crucial à capter d'entrée de jeu, c'est qu'on doit tracer une ligne extrêmement nette entre le stress post-traumatique classique et le traumatisme complexe. On ne traite pas juste quelques symptômes isolés. Là, on a carrément affaire à un piratage des systèmes d'exploitation interne. C'est la sécurité de base, la capacité à s'attacher aux autres et la confiance profonde qui ont été totalement court-circuitées. Ce qui nous amène logiquement au tout premier axe de notre livrable, les fondations. Il est indispensable de comprendre ses racines biologiques et développementales. Sous cet axe 1, on retrouve de véritables piliers scientifiques. Et il y a un élément particulièrement marquant ici, c'est la transition d'un simple événement traumatique vers un véritable environnement traumatique chronique. Le texte réussit avec brio à connecter des données neurobiologiques dures, comme les mécanismes de survie de notre cerveau, avec la psychologie du développement. On y parle de la mémoire dissociative et bien sûr de l'impact majeur sur la construction de l'attachement. Pour rendre ça très concret, imaginons un instant une patiente en pleine consultation. Elle garde le sourire alors qu'elle raconte des scènes d'une douleur innommable. Eh bien, ce sourire, c'est tout sauf un mensonge. C'est ce qu'on appelle un faux self. En fait, c'est une stratégie de survie archaïque mise en place pour rassurer l'adulte face au danger. C'est littéralement un vieux bouclier qu'il faut réussir à décoder sans jamais porter le moins jugement. On enchaîne ensuite avec l'axe numéro 2 du livrable, l'évaluation clinique, ou comment lire correctement ces manifestations. Et au chapitre 6, on a cette injonction absolue, formulée avant de diagnostiquer. Concrètement, ça nous rappelle que les concepts cliniques doivent rester des boussoles pour naviguer et non des boîtes rigides dans lesquelles on enferme les gens. Il faut absolument formuler le pourquoi et le comment avant de se précipiter pour coller une étiquette sur le quoi. Donc, quand on évalue, on scrute évidemment le physique. Mais on doit surtout plonger dans des émotions ultra denses, comme la honte vertigineuse ou cette fameuse blessure morale. Et tout ça en prenant systématiquement en compte la culture ou le contexte de précarité. C'est d'ailleurs là qu'émerge une des plus belles idées de cet ouvrage. Offrir un cadre thérapeutique hyper structuré, avec des limites prévisibles, c'est au final fournir une véritable tendresse structurelle. Allez, on avance vers l'axe numéro 3, l'accompagnement intégratif. C'est le cœur du traitement multidisciplinaire. On y détaille le parcours classique en 3 grandes phases. Stabiliser, traiter, puis intégrer. Mais attention, l'auteur martèle un point essentiel. Ce ne sont surtout pas des marches d'escalier qu'on monte de façon rigide. Ce sont des zones de travail hyper flexibles. Si on essaye de traiter un trauma profond et qu'on doit refaire un pas en arrière vers la stabilisation, ce n'est jamais un échec. C'est juste l'adaptation indispensable et intelligente du rythme. Ce qui rend cette édition 2026 particulièrement ancrée dans notre réalité, c'est l'intégration franche de notre environnement numérique. C'est un vrai changement de donne. Le smartphone n'est plus juste un bout de plastique, c'est un espace redoutablement ambigu. Oui, ça peut être une fenêtre de soutien, mais ça peut très vite devenir une véritable alarme de poche, déclenchant l'hypervigilance à la moindre notification. Le chapitre 17 lance d'ailleurs un avertissement très clair de notre époque. C'est devenu une règle clinique absolue. Il ne faut jamais, au grand jamais, confier des détails traumatiques identifiables à des intelligences artificielles génératives grand public et non sécurisées. Aujourd'hui, l'hygiène numérique, c'est une véritable frontière clinique qu'il faut protéger. Et nous voici enfin dans la dernière ligne droite, les outils pratiques et la reconstruction. Comment utiliser cette boîte à outils sur le terrain, en toute sécurité. C'est là qu'on voit toute la subtilité de l'approche. Prenez la fiche numéro 4 dédiée à la respiration tolérable. L'instruction est super nuancée. On utilise des techniques de respiration, certes, mais sans chercher à imposer un état de relaxation forcé. Pourquoi ? Parce que pour un système nerveux qui a été gravement traumatisé, le fait de se relâcher soudainement peut être perçu comme une perte de vigilance, donc un danger de mort imminente. Forcer la détente peut paradoxalement devenir un énorme déclencheur. La fiche 5, quant à elle, propose de construire une véritable carte visuelle des déclencheurs. L'idée géniale, c'est de placer côte à côte l'événement déclencheur extérieur et la sensation corporelle intérieure qui l'accompagne. Ça permet de repérer exactement quel signal du présent vient rallumer l'incendie du passé.
Et en traçant consciemment ces liens, on restaure directement la capacité de contrôle de la personne. Bref, si on résume les grands principes de reconstruction qui se dégagent, c'est qu'il faut rester terriblement pragmatique. De petites ressources solides et fiables valent toujours mieux que de grandes promesses floues. Il faut aussi anticiper la fin de la thérapie très en amont pour éviter tout sentiment d'abandon. Et n'oublions pas l'entourage, qui a un besoin vital de limites claires pour ne pas s'effondrer. Le message de fond, c'est qu'un bon exercice clinique augmente toujours la liberté de choix, jamais la soumission. Pour refermer ce décryptage, prenons juste un instant pour digérer cette superbe pensée finale de l'ouvrage. L'histoire n'est pas niée. Elle cesse progressivement d'être une prison. Tout est là. C'est l'immense différence entre vouloir naïvement effacer un passé inaltérable et trouver patiemment les clés pour déverrouiller la suite. Du coup, si l'accompagnement ne sert plus à oublier, mais à réapprendre à être libre, quelle sera la toute première clé que l'on osera utiliser en consultation demain ?